Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 27 juin 2014 et les principaux titres du journal. Avec la clôture du 23e sommet de l'Union africaine à Malabo en Guinée équatoriale, un sommet dont le communiqué final rend hommage aux efforts du président en exercice de l'Union africaine, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la stabilité du continent, un dossier qui lui tient à cœur et il ne manque pas d'occasion pour le souligner, tant lors des rencontres bilatérales en marge de ce sommet que lors des débats du sommet, car pour le président en exercice de l'Union africaine, sans stabilité et paix sur le continent, pas de développement. Mais avant de développer tous ces titres, bien sûr, tout d'abord, vous savez que le mois béni du Ramadan pointe à l'horizon, il frappe déjà à la porte. D'ailleurs, la commission chargée justement de surveiller le croissant lunaire siège en ce moment au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Donc, El Mauritanie a son équipe là-bas au ministère qui suit justement les travaux de la commission. Et à l'occasion de ce mois béni du Ramadan, il y a un léger changement en ce qui concerne la diffusion des principales éditions de la soirée. Ainsi, l'édition en arabe de 20h sera pendant le mois de Ramadan, sera décalée d'une demi-heure, donc sera à 20h30. Pas de changement pour le JTF, il maintiendra toujours sa place de 21h30, sauf le vendredi. Le vendredi, l'édition, le JTF sera à 22h après donc la prière de Tarawih. Voilà donc, et je rappelle que la commission chargée de surveiller le croissant lunaire siège en ce moment et depuis le début de la soirée au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et El Mauritania vous donnera les dernières nouvelles puisqu'il y a une équipe qui suit donc les travaux de cette commission au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. L'actualité donc aussi, c'est le 23e sommet de l'Union africaine. Les rideaux sont tombés sur ces travaux. Aujourd'hui, donc après 2 jours de travaux, un sommet de 2 jours donc clôturé ce soir dans la capitale équato-guinéenne, Malabo, sommet dont les thèmes étaient l'agriculture et la sécurité alimentaire, mais actualité oblige, bien entendu, la lutte contre le terrorisme. C'est invité au débat et d'ailleurs il a été beaucoup question de la création d'une force africaine d'intervention rapide. Ça, c'est la clôture donc, et bien sûr présidée comme l'ouverture par le président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Mohamed Ould Abdelaziz, donc, qui a donné le ton de ce sommet dès l'ouverture, dans son discours d'ouverture, donc une priorité, la priorité des priorités, pour l'agriculture, pour assurer donc la sécurité alimentaire pour les populations africaines. En outre, le chef de l'État a mis en exergue au cours de ce discours tous les succès enregistrés par le continent dans les différents domaines, que ce soit politique, économique, domaine de la santé, dans le domaine social, mais a-t-il souligné, ces succès resteront toujours vulnérables tant qu'il n'y a pas un climat de paix et de stabilité qui garantirait leur pérennité. La traduction intégrale du discours du président en exercice de l'Union africaine avec Cheikh Nasser Saadbou. Excellences, Monsieur le Président de la Guinée équatoriale Théodore Obiang Nguema Basogo, Excellences, Monsieur Mariano Rajoy, chef du gouvernement espagnol, invité d'honneur du Congrès, Excellences, Monsieur Abdel Fattah Sisi, président élu de la République arabe d'Égypte, Excellences, Monsieur José Mario Vaz, président élu de la Guinée-Bissau, Excellences, Monsieur Peter Mutharika, président élu du Malawi, Excellences, Mesdames les Premières Dames, Excellences, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Dr Nabil El Arabi, secrétaire général de la Ligue arabe, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les diplomates et les représentants des organismes internationaux et régionaux, honorables invités. Pour notre frère, le président Théodore Obiang Nguema Basogo, au peuple et au gouvernement de la Guinée équatoriale sœur pour la qualité de l'accueil et l'hospitalité généreuse dont nous avons été l'objet
depuis notre arrivée dans la belle ville de Malabo. Je souhaite la bienvenue à son Excellence Mariano Rajoy, chef du gouvernement espagnol, invité d'honneur dont la présence parmi nous témoigne de la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre l'Afrique et le Royaume d'Espagne et la volonté commune des dirigeants africains et européens de renforcer les liens d'amitié entre les peuples des deux continents. Je salue également la présence du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, aux travaux de notre sommet qui reflète l'intérêt qu'accorde la communauté internationale aux questions africaines, intérêt qui s'est manifesté à travers les opérations de maintien de la paix dirigées par cette institution et ses efforts dans la solution des conflits au niveau du continent. Je salue également Dr Nabil El Arabi, secrétaire général de la Ligue arabe, pour sa présence qui exprime la profondeur des relations entre les Arabes et les Africains. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de succès aux présidents ayant gagné la confiance méritée de leur peuple pour diriger leurs pays respectifs. Abdel Fattah Sisi, président élu de la République arabe d'Égypte, José Mario Vaz, président élu de la Guinée-Bissau, Peter Mutharika, président élu du Malawi, Abdelaziz Bouteflika de la République algérienne, Jacob Zuma, président de la République de l'Afrique du Sud, réélu. Je leur réitère notre soutien total et exprime notre profonde satisfaction pour l'évolution politique positive au niveau de la République de Guinée-Bissau et de la République arabe d'Égypte, couronnées par des élections présidentielles libres et honnêtes. Nous sommes convaincus qu'elles joueront un rôle fondamental en faveur du progrès et de la prospérité de l'Afrique. J'exprime à tous les chefs d'État et de gouvernement les sentiments d'amitié et de reconnaissance pour les efforts qu'ils ont déployés en faveur du développement et de la croissance de notre continent, en particulier le renforcement du rôle et de la place de l'Afrique à l'échelle mondiale, la préservation de son unité dans sa diversité, la réunion des conditions nécessaires pour son épanouissement, sa sécurité, sa stabilité et l'installation de la paix à travers le continent. Je remercie la communauté internationale et les partenaires de l'Afrique en particulier pour l'appui qu'ils apportent à notre continent. Excellences, Mesdames, Messieurs, à l'occasion du 10e anniversaire d'adoption d'un programme détaillé du développement en Afrique et en exécution de la déclaration de la 19e session du Congrès des chefs d'État et de gouvernement africains, la 22e session ordinaire de notre congrès organisée à Addis Abeba en janvier 2014, sous le thème « Année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire », les travaux de notre congrès seront axés sur ce volet. Le secteur de l'agriculture apporte une contribution appréciable à la croissance économique africaine, puisqu'il constitue le tiers du produit intérieur brut et emploie 60% de la main-d'œuvre. Le continent africain englobe d'immenses surfaces arables. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous louons hautement le dialogue global qui fonde une approche permettant d'obtenir des résultats positifs en impulsant la dynamique de régénération des richesses dans le secteur agricole et la contribution dans la réalisation de l'objectif visant à éradiquer la faim sur le continent à l'horizon 2025. Nous saluons à ce propos les activités et les mesures prises par les différentes parties actives, organisations économiques régionales, États membres, Commission de l'Union africaine, partenaires au développement, organisations continentales. Les débats doivent nous mener vers l'adoption d'une déclaration sur le volet de développement de l'agriculture en Afrique pour une prospérité commune et pour une amélioration des conditions de vie à travers l'exploitation des potentialités pour une croissance globale et un développement durable. Les progrès continus des industries agricoles en Afrique contribueront à réaliser la croissance commune et le développement durable pour atteindre l'autosuffisance alimentaire ainsi que pour renforcer la sécurité alimentaire afin de relever les défis de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition. Excellences, Mesdames, Messieurs, les nombreux problèmes qui continuent de représenter des obstacles au développement de ce programme détaillé et de l'agriculture en Afrique demeureront au centre de nos préoccupations. Ces difficultés sont essentiellement le volume des financements nécessaires,
l'ampleur des investissements dans les domaines de recherche sur le développement, le transfert des technologies, le développement et la modernisation des infrastructures de base, particulièrement dans le domaine des transports, le développement des ressources humaines, ainsi que les pratiques qui menacent le travail organisé des marchés qui nuisent aux intérêts des agriculteurs africains. Nous devons tous mettre en place une stratégie efficiente pour surmonter ces obstacles à travers la coopération avec nos partenaires au développement. Nous félicitons dans ce cadre l'initiative de création du Fonds africain 50 pour le développement des infrastructures, lancée sous le parrainage de la Banque africaine de développement avec l'appui de l'Union africaine et de la Commission économique africaine. Nous avons pris d'importantes décisions relatives aux questions fondamentales, dont l'agenda de l'Union africaine pour 2063, l'agenda de développement post-2015, la réalisation d'une organisation africaine pour la paix et la sécurité. L'Afrique, la communauté internationale et les partenaires au développement doivent accorder à ces questions toute l'attention nécessaire. Excellences, Mesdames, Messieurs, il n'y a pas de doute que notre continent a accompli des réalisations appréciables. En effet, les efforts déployés ont renforcé sa démocratisation, consolidé l'état de droit et la bonne gouvernance et permis d'enregistrer des résultats concrets dans le domaine du développement économique. Il est donc nécessaire de poursuivre cette voie et de l'améliorer en continuant l'exécution de saines politiques macroéconomiques permettant un développement global fort. L'Afrique est un continent qui dispose d'énormes potentialités et qui représente une grande valeur dans l'économie mondiale. L'Afrique se doit d'accélérer sa transformation économique, assurer sa complémentarité en élevant le niveau de l'investissement dans le développement agricole, renforcé par l'industrialisation et la croissance du commerce. À ce propos, le plan d'action pour l'accélération du développement industriel en Afrique, adopté lors du sommet de l'Union africaine en 2008, doit se poursuivre. Excellences, Mesdames, Messieurs, les succès politiques et économiques resteront vulnérables tant qu'ils ne sont pas soutenus par un climat de paix et de sécurité garantissant leur pérennité. Les conflits armés, le terrorisme, les crimes organisés sont autant de facteurs destructeurs dont nous avons vu l'action dévastatrice dans certains de nos pays et dans le monde en général. À ce sujet, nous réitérons notre forte condamnation de tous les actes terroristes et de toutes les formes d'extrémisme, quelle que soit leur origine, leur nature et leur justification. Les situations délicates au Nigeria, en Centrafrique, en Somalie, en Libye, nous appellent avec insistance à rechercher un mécanisme efficace pour résoudre les conflits dans le but de préserver la sécurité des peuples et entités étatiques. Mais ces situations délicates ne pourront nous empêcher de voir les succès réalisés sur la voie de la résolution d'autres conflits dans des pays frères. Dans ce cadre, nous nous félicitons de l'évolution positive de la situation dans la région des Grands Lacs et dans la République du Soudan du Sud. Nous louons aussi la volonté sincère exprimée par les frères au Mali pour trouver une solution globale et permanente par la voie du dialogue. Excellences, Mesdames, Messieurs, les efforts intensifs pour lesquels nous avons tous contribué ont eu pour fruit d'élever les indices de développement dans le continent. Mais ils ont besoin d'être soutenus par un effort supplémentaire pour lutter contre les maladies épidémiologiques, notamment le sida, le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies contagieuses. Le sida, par exemple, qui tue annuellement en Afrique plus d'1 million de personnes, constitue une véritable problématique pour la santé publique et son éradication doit être programmée à l'horizon 2030 dans l'agenda de développement de l'après-2015. Davantage d'efforts doivent être aussi déployés pour parvenir à un recul significatif du chômage et de la pauvreté, notamment dans les rangs des femmes et des jeunes. Nous devons également élever le niveau de l'investissement dans l'enseignement, la formation, les sciences, la technologie, la recherche scientifique, la modernisation des infrastructures et la valorisation de nos ressources naturelles. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Il m'est agréable de rappeler la nécessité pour nous tous d'œuvrer avec sérieux et persévérance pour la réalisation des espoirs africains pour l'année 2063, à savoir la construction d'une Afrique prospère, jouissant d'un développement global et d'un développement durable, d'une Afrique complémentaire et unie politiquement et s'inspirant des valeurs africaines authentiques, l'Afrique de la bonne gouvernance, du respect des droits de l'homme, de la justice et de la souveraineté de la loi, une Afrique qui jouit de la paix, sûre d'elle, débarrassée des conflits, une Afrique disposant d'une identité de valeurs et d'une culture ancrée, une Afrique dont le développement se base sur ses ressources humaines, notamment sa jeunesse et ses femmes, une Afrique constituant un facteur et un partenaire influent sur la scène internationale et qui contribue sur un même pied d'égalité à la prospérité de l'humanité. Je souhaite plein succès à nos travaux. Vive l'Afrique, vive la solidarité africaine. Je vous remercie. La traduction du discours d'ouverture hier du président en exercice de l'Union africaine devant le 23e sommet de l'Union africaine à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, qui a eu une intense activité en marge des travaux de ce sommet. C'est ainsi qu'il a rencontré aujourd'hui 3 présidents, ici le président tunisien, puis le président gambien, et enfin le président du Burkina Faso. Des rencontres, des entretiens qui ont porté bien entendu sur les questions africaines, les questions régionales et sous-régionales, mais aussi sur les relations bilatérales qu'entretient la Mauritanie avec ces pays et les voies et moyens de renforcer ces relations avec les différents pays de ces 3 présidents. Voilà donc pour les travaux de ce sommet de l'Union africaine, le 23e à Malabo, qui s'est achevé ce soir. Un sommet, vous l'avez compris, qui a été marqué entre autres par le retour en Égypte au sein de la famille africaine après une suspension d'1 année. Retour à Mauritanie maintenant avec l'actualité en ce début de week-end qui a été marqué, vous le savez, par cette explosion qui s'est déroulée ce matin. En Néma, une explosion dans un magasin d'armement dans la capitale du Hod, Echarqi. C'était tôt ce matin. Une explosion qui n'a pas provoqué de dégâts, de victimes plutôt. C'est ce que révèle le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Le ministère qui précise que cette explosion est due à un court-circuit électrique. Donc pas de victimes à l'occasion de cette explosion qui s'est déroulée ce matin dans un magasin d'armement à Néma. Et Néma, nous quittons Néma, donc la capitale de Hod-Echarqi, pour Attar, la capitale de l'Adrar. Attar, qui, vous le savez, abrite l'école militaire interarmes. Cette école, dont la 30e promotion d'officiers de l'armée vient de sortir, c'était hier, une cérémonie présidée par le ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées, mais aussi, bien sûr, le commandant d'Elemia. Des précisions sur cette cérémonie avec Aminata Khan. Sortie de la 30e promotion des officiers actifs après 3 ans de formation à l'école militaire d'interarmes dans la ville d'Attar, où ils ont reçu des connaissances pratiques qui entrent dans le cadre de la formation de l'officier professionnel et compétent, capable de relever les défis sécuritaires et défendre dignement notre pays. Présent à la cérémonie, le chef des états-majors des armées, le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh El-Qazwani a indiqué que l'institution militaire a connu des avancées significatives marquées par la restructuration globale de cette dernière qui aura, dira-t-il, des impacts positifs sur le développement de l'institution militaire en répondant aux exigences de l'époque en termes de défense et de sécurité. Prenant à son tour la parole, le commandant de l'école militaire interarmée, le colonel Mokhtar Ould Balla, a déclaré que cette promotion se démarque par le fait qu'elle est la seconde promotion depuis la création de cette école en 1976, mais également parce qu'elle porte le nom de feu capitaine Mohamed Ould Louda.
La sortie de la 30e promotion des officiers de l'armée mauritanien comprend également des officiers du Mali et du Niger qui avaient bénéficié de la formation militaire dans notre pays. À noter que cette promotion porte le nom de feu capitaine Mohamed Ouloulouda qui avait rendu l'âme dans l'exercice de ses fonctions. Autre promotion qui est sortie également hier, mais cette fois à Rosso, et il s'agit des civils, il s'agit du domaine médical, il s'agit de la première promotion d'infirmiers d'État et de sages-femmes et de la deuxième promotion des infirmiers socio-médicaux. Vous l'avez compris, ce sont des promotions de l'école de santé de Rosso, la capitale du Trasa. Cérémonie de sortie présidée par le ministre de la Santé. C'est un compte rendu de Cheikh Sadbou. L'école de santé publique, créée en 2011, sort sa première promotion d'infirmiers d'État et de sages-femmes et sa deuxième d'infirmiers médico-sociaux. La promotion, qui porte le nom de Fekili Nediru, est composée de 124 éléments, dont 24 infirmiers d'État et sages-femmes et 100 infirmiers médico-sociaux. La sortie de promotion a été l'occasion pour le ministre de la Santé, Ahmedoul Haddamin Ouljelvoun, de souligner que celle-ci va combler le déficit constaté en ressources humaines sanitaires. Il a aussi exhorté les sortants à faire preuve de sacrifice et d'abnégation dans l'exercice de leur nouvelle et noble mission. Le directeur de l'école, Dr Mohamdi Ahmed Haïdara, a souligné quant à lui que les éléments de la promotion ont acquis sur 3 ans un cursus théorique et pratique riche et qu'ils sont suffisamment préparés pour assumer leurs futures charges. Des éléments qui n'ont pas manqué de nous livrer leur impression et leur joie. Je dédie ça à tous mes amis, à toute ma famille, aux professeurs et tout. C'est un métier très noble et on doit avoir un cœur ouvert à tous les malades et à tous les patients aussi. Une joie aussi partagée par la famille de Fekili Nazirou. Au nom de la famille de feu Dr Kelly Nazirou, je remercie le ministre de la Santé et les autorités de l'école de santé de Rosso pour leur reconnaissance envers le regretté Dr Kelly. Je ne vais pas m'allonger. Pour terminer, je dois féliciter les récipiendaires de cette promotion qui porte le nom de l'illustre disparu. Et je leur souhaite de ressembler à son image. C'est un médecin dévoué, généreux et vraiment humaniste que tout le monde connaît. Et pour marquer ces moments-là d'une pierre blanche, cette photo de famille, histoire de fêter les récipiendaires. Après ce tour donc des capitales régionales à l'intérieur du pays, retour à Nouakchott. Nouakchott qui abrite depuis aujourd'hui la 4e édition du Salon d'orientation des jeunes bacheliers. Coup d'envoi donc aujourd'hui au Palais des Congrès, coup d'envoi donné par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, dont le ministère co-organise avec le Forum de la Jeunesse et de l'Orientation cette manifestation. De précision avec Mohamed Allayab. Ces jeunes sont venus aujourd'hui matin très tôt au centre de formation et d'échange à distance près du Palais des Congrès. Ici où ces diplômés du supérieur se consacreront durant 2 jours à l'orientation de futurs bacheliers pour les guider dans les spécialités académiques offertes en Mauritanie et à l'étranger. Cette manifestation annuelle est une action bénévole organisée par le Forum de la Jeunesse et de l'Orientation. Selon Mohamed Wali, secrétaire général du Forum, l'étape post-bac est tellement délicate dans le parcours de tout élève. Elle exige un accompagnement spécifique par des gens expérimentés. Pour combler cette lacune, une pléiade de jeunes Mauritaniens au cursus universitaire divers a décidé en 2011 de mettre en place ce forum. Les efforts des membres du Forum de la Jeunesse et de l'Orientation ont été appréciés et soutenus par plusieurs partenaires, notamment le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Dans un mot prononcé à cette occasion, Fatma Fall, le Toussoine, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, a remercié les jeunes bénévoles de leur initiative. Elle a exprimé la disponibilité totale de son département à appuyer toute action susceptible de développer les talents des jeunes Mauritaniens.
La ministre a rappelé d'ailleurs l'importance de l'orientation post-bac dans tout système éducatif, aspirant le rayonnement et la pérennité. Les activités du salon de l'orientation se poursuivent pendant 2 jours et profitent aux élèves du bac qui découvriront prochainement la vie universitaire. Qui sont venus nous voir à l'école pour nous orienter, pour nous donner des conseils. Ils nous ont conseillé, ils nous ont donné des idées pour choisir notre orientation sur ça, des spécialités. Bon, c'est très important. Ça nous donne une idée de ce que nous allons faire à l'étranger ou même ici à l'université de Nouakchott. Je pense que ce salon a aidé beaucoup de jeunes à choisir leur destin ou leur choix dans le futur professionnel. L'échange des expériences, la demande des avis et la construction des ponts entre les générations de l'enseignement supérieur. Voilà des objectifs visés par les acteurs du Salon de l'orientation dans sa 4e édition. C'est ce qu'on essaie de faire parce qu'en fait, en général, quand une association s'ouvre en Mauritanie, la pérennité n'est pas assurée. Ce qu'on essaie, c'est de trouver un moyen pour assurer une continuité à cette manifestation et à la développer à fur et à mesure qu'on grandit l'équipe et qu'on grandit nous-mêmes pour avoir un peu plus de pouvoir et développer un peu plus nos compétences et pouvoir gérer un peu plus l'événement. Voilà, depuis 4 ans maintenant qu'on s'active à cette organisation et qui nous tient vraiment à cœur. Et puis voilà, c'est le bénévolat en fait. C'est le bénévolat, on ne s'attend pas à grand chose, ni de l'argent, ni autre chose. On le fait juste pour nos petits frères et nos semblables qui sont là, qui ont leur bac, qui vont avoir le bac chaque année et qui ont besoin d'orientation. Je me rappelle que pendant notre première édition, ce qui était un peu surprenant, c'est qu'on a eu vraiment un surplus de personnes. Les gens ont montré leur intérêt et c'est ce qui nous avait encouragés à continuer les années précédentes. Et on espère continuer encore d'année en avance, Inch'Allah. Donc si les lycéens y passent, j'essaie un peu de les expliquer ce domaine mine et géologie, surtout que c'est un domaine qui est promoteur ici dans ce pays-là. Il faut voir juste la CINIM, le TASIAS et puis MCM. Donc j'essaie un peu de les expliquer qu'est-ce que ce domaine peut leur offrir. Plus de 41 000 élèves ont participé au bac cette année. Il serait difficile qu'ils soient tous ici. Pourtant, la communication virtuelle via la page Facebook du forum pourra bel et bien être une alternative pour les absents. Voilà donc pour cette 4e édition du Salon d'orientation des jeunes bacheliers ouvert aujourd'hui et qui doit durer 2 jours. Autre manifestation également à Nouakchott ouverte aujourd'hui et qui doit durer elle aussi 2 jours. Il s'agit de cet atelier préparatoire organisé par Radio Mauritanie dans le cadre de son 56e anniversaire. Un atelier organisé sous le thème « Notre diversité, c'est notre force ». Le coup d'envoi de cet atelier a été donné par le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Tout cet atelier se déroule donc au siège de la clinique de la communauté urbaine de Nouakchott. C'est un compte rendu d'El Haj Abdellahi Din. Cet atelier préparatoire du premier festival de production radiophonique dénommé El Foutoua est organisé pour mettre les dernières retouches et de valider les programmes élaborés par un comité composé des érudits, des communicateurs, des hommes de lettres et des techniciens. Les participants à cet atelier vont examiner les recommandations ici des réunions préparatoires du festival en question. Le programme du festival prévu va porter sur la démonstration de la beauté de notre diversité culturelle et ainsi que la mise en relief de la place distinguée de nos éléments et le rôle historique des symboles de la résistance nationale. Le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a dénoté au cours de cet atelier que les organes de presse sont obligés juridiquement de diffuser des émissions diverses qui respectent les valeurs islamiques et qui encouragent le pluralisme démocratique. Par ailleurs, le directeur de la radio de Mauritanie a montré que son mission a accompagné les différentes étapes de l'État mauritanien en contribuant à l'unification de la République islamique de Mauritanie. 57 années de production menées par la radio de Mauritanie sera couronnée par un festival de production radiophonique prochainement. Un festival sera, selon les organisateurs, un espace de matérialisation de notre identité islamique. Voilà, des rencontres donc qui viennent de commencer, d'autres qui s'achèvent toujours à Nouakchott. Il s'agit de la 7e
session de l'organisation de lutte contre les criquets dans la zone ouest de la 9e session de la structure exécutive de cette organisation. Eh bien, leurs travaux se sont achevés hier soir à Nouakchott. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. 19 recommandations ainsi que la mise en œuvre des instruments financiers permettant de rendre durables les activités engagées par les pays membres et la FAO pour pérenniser la lutte préventive anti-acridienne. C'est ce qui ressort des travaux de la réunion conjointe de la 7e session et de la 9e réunion du comité exécutif de la commission de lutte contre les criquets pèlerins. Présent à la rencontre, le conseiller technique du ministère du développement rural chargé des affaires juridiques, M. Djeoul Cheikh Bouya, a indiqué que les pouvoirs publics ont orienté durant ces dernières années d'importants investissements vers le secteur rural en vue de son intégration dans les stratégies du gouvernement comme une base prioritaire de la sécurité alimentaire durable et de la lutte contre la pauvreté. Le représentant de la FAO en Mauritanie, M. Edman Marivili, a exprimé sa satisfaction pour les résultats de cette réunion des experts qui a permis d'établir une feuille de route pour mettre en œuvre ces mécanismes de financement dans la région. Nous, en tant que représentation de la FAO sur place, nous avons tiré un avantage incomparable, notamment dans la mise en valeur de ce que la FAO et à travers ça nous-mêmes fait ici en Mauritanie, mais aussi dans la sous-région. Mais aussi pour vous dire que ce que vous faites comme travail à la fois de prospection, de prévention est quelque chose d'extrêmement intelligent et il y a très peu de mécanismes en termes de développement rural d'une manière générale qui a à la fois cette capacité à instaurer des instruments de prévention et des instruments de réaction. Rappelons que les travaux de la réunion conjointe de la 7e et de la 9e réunion du comité exécutif de la commission de lutte contre les criquets pèlerins vient après la réunion qui était tenue en 2012 au Royaume d'Arabie Saoudite. Merci de suivre les GTF d'El Mauritania. La suite du journal avec d'abord cette soirée organisée en la mémoire de feu Mohamed Abdallahi Ould Mustaf, qui était, vous le savez, directeur de l'orientation islamique et qui est décédé la semaine dernière dans un accident de circulation. C'est une soirée organisée par le complexe islamique d'Ali Cheikh Ould Mouma en collaboration avec la famille du défunt. Sur cette soirée, des précisions avec Cheikh Nachir Saad. À Nema et à quelques kilomètres de Maqta al-Ahjar dans la wilaya du Brakna, a pris fin le dernier voyage de l'érudit Mohamed Abdallahi Ould Mustaf, ainsi que celui de son épouse et de l'un de ses enfants. Un voyage sans retour. Et puisque la grandeur de l'homme mérite des hommages, l'association Ali Cheikh Ould Mouma pour l'entraide islamique en collaboration avec la fondation Aïni Laouleyi ont tenu à lui rendre cet hommage-là. Au cours de cette rencontre, les amis, les sympathisants et la famille du défunt ont tour à tour mis en exergue les qualités de l'homme de Dieu, son humilité, sa piété, son franc-parler et sa disponibilité. L'homme était un maître dans la propagation des enseignements islamiques, en somme, un avocat infatigable des bonnes vertus, ce qui lui avait valu d'être directeur de l'orientation islamique au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Dans la quarantaine, Mohamed Abdallahi Ould Mustaf a fini sa mission sur terre. Comme une fleur brisée au souffle de l'orage, la mort nous l'a ravi au printemps de son âge, qu'il regrette son séjour terrestre face à la félicité céleste. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Activité des partis politiques avec ce soir celle de l'IPR, l'Union pour la République, dont les femmes ont organisé hier soir une cérémonie. L'objectif, c'est de faire une évaluation du rôle joué par les femmes mauritaniennes lors de la dernière élection présidentielle qui s'est déroulée, vous le savez, le 21 juin dernier. Un rôle qui a été mis en exergue par les différentes intervenantes qui ont exprimé leur satisfaction pour la participation active, donc à cette occasion, à ce scrutin des femmes mauritaniennes. Un rôle d'ailleurs aussi qui a été salué par le président de l'IPR, Dr Estelmou Oulizidbi.
Et nous restons toujours dans le cadre des activités des partis politiques, mais cette fois les activités du FNDU, le Forum national pour la démocratie et l'unité, le FNDU, donc, qui a organisé hier un point de presse au siège du parti de l'Union nationale pour l'alternance démocratique, l'occasion pour les différents intervenants et pour le Front national démocratique pour la démocratie et l'unité d'expliquer justement sa position vis-à-vis de ces élections présidentielles, mais aussi de remercier les populations, les Mauritaniens, pour avoir répondu à l'appel du FNDU pour boycotter ce scrutin présidentiel. En tout cas, ces positions ont été expliquées dans un communiqué publié par le FNDU à cette occasion, donc sur le boycott, mais aussi sur ce qu'ils pensent de ces élections présidentielles. Je vous propose de suivre à ce propos M. Khan Hamidou Baba, qui est le président du MPR. Le Forum national pour la démocratie et l'unité déclare solennellement à l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. 1. Sa conviction que ces élections ne règlent en rien la crise politique en Mauritanie et que le pays reste toujours sous l'emprise d'un régime autocratique dont la nature n'a pas changé. 2. Son constat que l'alternance par les urnes reste impossible sous le pouvoir de Mohamed Ould Abdelaziz, ouvrant dangereusement la voie à toutes les formes d'instabilité. 3. L'absence de tout fondement démocratique et de toute légitimité au nouveau mandat de Mohamed Ould Abdelaziz. 4. Son rejet de ces élections et sa non-reconnaissance de tous les résultats qui en découlent. Le Forum national pour la démocratie et l'unité félicite chaleureusement le peuple mauritanien qui a fait preuve d'une grande maturité politique et l'exhorte à rester uni dans son combat pour l'édification d'une Mauritanie unie, juste, démocratique et prospère. Donc après les activités des partis politiques, venons-en maintenant aux activités des journalistes pour vous parler de ce colloque organisé par les syndicats des journalistes mauritaniens en collaboration avec l'Union des radios et télévisions privées. Tout cela, c'était hier soir, un colloque animé par un journaliste étranger, Riyad Limamsès, l'occasion pour lui, justement, dans son intervention, de parler donc du journalisme et du rôle des masses médias. C'était donc à l'occasion de ce colloque organisé par les syndicats des journalistes mauritaniens, le syndicat qui a organisé une autre manifestation. C'était à l'occasion donc d'une nouvelle naissance, la naissance d'un club des journalistes mauritaniennes anglophones, un club donc issu de ce syndicat, et en tout cas la naissance de ce club a été saluée par le président du syndicat des journalistes mauritaniens. Après les partis, après les journalistes, on va parler maintenant des activités des organisations non gouvernementales, et ce soir avec celle de l'Association des femmes pour la lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme. Cette association qui a organisé donc hier soir à Nouakchott une rencontre de sensibilisation, c'est la deuxième du genre, à l'occasion donc du mois béni du Ramadan. Et toutes les interventions ont insisté sur l'importance justement durant ce mois du travail caritatif et de l'aide pour les pauvres. Voilà, justement, et je rappelle également que la commission chargée de surveiller le croissant lunaire siège toujours au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, justement. Cette commission suivie pour le Mauritanien par une équipe qui se trouve au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour vous donner justement les dernières nouvelles et les dernières décisions de cette commission. Si demain ou après-demain, c'est le mois béni du Ramadan, en tout cas, vous ne manquerez rien. Nos collègues seront toujours présents pour nous annoncer ce qu'a décidé la commission. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception.
Je vous en rappelle les principales informations. La principale information, c'était le 23e sommet de l'Union africaine qui vient de se tenir à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, sous la présidence de M. Mohamed Abdelaziz, président de la République, président d'un exercice de l'Union africaine. Et le communiqué final de ce sommet a rendu un vibrant hommage au rôle du président d'un exercice de l'Union africaine, surtout en ce qui concerne la sécurité et la stabilité du continent, un dossier qui tient à cœur au président de la République. Il est dit dans les rencontres bilatérales que lors des débats lors de ce sommet, puisque pour le président de la République, on ne peut pas parler de développement à l'Afrique sans la paix et la stabilité. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.